Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le test de Bender consiste en la copie de 9 figures géométriques sur la même feuille de papier. Il renseigne sur l'organisation perceptuelle, sur l'aptitude à dessiner des formes variées ainsi que sur l'anticipation, puisque l'enfant doit réserver une place suffisante pour les figures non encore réalisées. Ce test est réalisable en première intention, dès la rencontre avec l'enfant. Il est facile à soumettre et n'est pas impliquant sur le plan émotionnel, encore moins traumatisant. Cette épreuve psychologique est fort ancienne, 1938, mais c'est encore actuellement le test de dessin le plus utilisé après celui du bonhomme. Il est pourtant méconnu en France, où il est remplacé par l'adaptation de Hilda Santucci, plus complexe et à notre avis, moins riche d'informations. Ce test peut être proposé à l'enfant dès 3 ans et demi, quand il manie le crayon avec un minimum de contrôle. Reproduire les modèles constitue une activité sous contrainte, proche du scolaire. Nous le demandons conjointement au dessin à thème, qui illustre l'activité spontanée extrascolaire plus ludique. Ensemble, ils évaluent l'ensemble des attitudes de l'enfant face à des tâches diversifiées. Le stylo numérique ouvre des perspectives nouvelles à cette épreuve, grâce aux éléments dynamiques. On mesure l'acte graphique. On précise avec des paramètres chiffrés, durée, vitesse, taille, le geste qui a des rapports directs avec la personnalité. En outre, la cotation chiffrée classique, méthode d'Elisabeth Kopitz, 1975, est aidée par l'informatique. Elle fournit le niveau de l'enfant. Paramètres et scores donnent ainsi un portrait psychologique assez complet du sujet, et ceci en quelques minutes. Les sources du Bender remontent à 1928, avec le travail de Wertheimer qui a imaginé les modèles. Son succès a été immédiat puisque Loretta Bender, qui l'a mis au point et lui a donné son nom, se plaignait de le voir utilisé alors même qu'elle n'avait pas publié son propre travail, 1938. Depuis, il a servi à évaluer les enfants et même les adultes, durant la guerre, à une échelle considérable. Il a donc été largement éprouvé par le temps, et a donné lieu à de multiples analyses. Il a été modifié dans les années 2000, avec le Kopitz 2 et le Bender 2, mais sans apporter à notre sens des éléments intéressants. Il a enfin donné lieu à une nouvelle épreuve, le BIRI VMI 2004, utilisé en psychomotricité et qui reprend certaines images. Pourquoi s'intéresser au Bender ? La multiplicité des modèles explore très correctement les aptitudes du très jeune enfant. C'est le seul test de dessin à faire à cet âge. En outre, la cotation de Elisabeth Kopitz est facile, en moins de 2 minutes avec l'aide de notre logiciel, et performante, comme nous avons pu le constater dans l'étude que nous avons menée et qui sert de base à cet ouvrage. Y a-t-il encore une place pour les épreuves papier-crayon dans l'examen de l'enfant ? La psychologie s'oriente vers des tests, tout informatiques, pour faciliter la passation et l'analyse. Certes, le clavier, la souris et même la tablette digitale sont très commodes, mais ils ne sont pas en mesure d'apporter des informations fiables sur le geste du scripteur. Il manque totalement de souplesse au regard du crayon. Celui-ci est pour l'être humain, quasiment une seconde nature, puisqu'on s'en sert depuis près de 50 000 ans, alors que la micro-informatique est à la disposition du public depuis seulement 30 ans. D'ailleurs, le papier, dont on prévoyait la disparition il y a encore quelques années, voit sa production augmenter d'année en année. Le stylo numérique Anoto n'a pas les inconvénients des outils informatiques habituels. Il est autonome, il ne sera relié à l'ordinateur qu'après l'examen, et il écrit avec une mine de crayon à billes sur une feuille de papier libre, manipulable à l'envie. Il préserve les conditions de l'examen clinique. Par sa précision, il confère aux épreuves papier-crayon une rigueur qui manquait aux méthodes classiques. Il leur donne le rôle de base de travail, dans un premier abord d'un enfant. Il fournit des données objectives pour appuyer notre expertise. Le logiciel Eliane, que nous avons développé et que nous utilisons au quotidien, est destiné aux professionnels de la santé, sans compétences informatiques particulières. Il est accessible sans apprentissage et fournit des éléments très variés, tous ceux qui sont nécessaires aux praticiens qui reçoivent en consultation de jeunes patients. Au total, avec le Bender, l'idée est d'examiner une tâche. La consigne est stricte et on voit ainsi comment l'enfant s'y adapte. Simple à mettre en place, facile à utiliser,
Il permet d'assurer dans les meilleurs délais une prise en charge adaptée et efficace. Nous allons donc examiner ici le test de Bender, dans une configuration informatique. Mais cet ouvrage est utilisable sans ce dispositif, car certains résultats sont accessibles avec le crayon à mine, noir ou de couleur. Première partie, la dynamique du test de Bender. Le stylo numérique enregistre et donne accès à la dynamique du tracé. Wertheimer, dans son texte Princeps en 1928, a longuement décrit la manière de réaliser ces dessins. Mais ceci n'a jamais pu être évalué faute de moyens techniques. Avec le stylo numérique, on peut préciser cette approche qui ouvre de nouvelles perspectives. Le Bender avec les données chiffrées précise le geste du tout jeune enfant face à une tâche cadrée, géométrique, comportant plusieurs difficultés simultanées. Chapitre 1. Positionnement du test de Bender. Nous faisons toujours réaliser le Bender au sein d'un ensemble de tracés, dessins à thème et épreuves graphiques. Pourquoi ? Quel est l'intérêt précis du Bender ? Un test pour le jeune enfant, 3 ans 1/2 à 8 ans. Dans notre méthode, nous avons introduit cette épreuve bien après les autres. Il nous fallait une tâche de copiage, réalisable par le tout jeune enfant. Le Bender a pris place aux côtés des tests que nous utilisions depuis longtemps, les dessins spontanés sans modèle, personnages, maisons et arbres, et les figures de Ray, A, FCRA et B ou Baby. Paul Austerrit avait étudié la FCRA dès l'âge de 4 ans, mais elle n'est exploitable qu'en primaire et encore. Même après 6 ans, en cas de difficulté, intellectuelle, culturelle mais aussi graphique, cette figure est souvent dissociée et ne renseigne plus sur le niveau réel. La figure B de Ray est intéressante, mais elle est peu connue, et elle reste encore difficile pour le jeune enfant, avec une double intrication des formes géométriques. Il y a une grande différence entre ces tests de copie. Les épreuves de Ray proposent un seul modèle et celui-ci est complexe. Il arrive donc, même avec la FCRB, que l'enfant refuse le test, le considérant comme trop difficile pour lui. Le test de Bender, à l'inverse, propose une succession de plusieurs modèles fort simples, sauf la figure 7. Chacun permet d'évaluer une aptitude de l'enfant. Il n'y a quasiment pas de refus. On assiste même à l'attitude contraire. La multiplicité des modèles sollicite l'attention de l'enfant d'une manière répétée. Même en difficulté, il s'accroche à la tâche au point que parfois les dernières figures sont meilleures que les premières. En outre, ces 9 modèles constituent une sorte de rappel du cadre itératif, ce qui est très utile chez l'enfant diffluent, celui qui part dans tous les sens. Les figures explorent les facultés de l'enfant selon différentes modalités. Leur ensemble donne une vision assez complète de son organisation mentale, d'autant que l'analyse de Kopitz est très rapide avec l'informatique. Avec les paramètres chiffrés, nous avons ainsi une excellente épreuve de niveau. Elle est très suffisante dans la plupart des cas, et nous réservons les tests lourds comme le WISC au diagnostic difficile. Nous aurions aimé voir d'autres modèles dans le Bender, explorant mieux les intrications, comme le fait la figure B de Ray. Mais ceci ne semble intéresser personne, car même les évolutions plus récentes de ce test, comme le Bender 2, le Kopitz 2 ou encore le Biri VMI ne vont pas dans ce sens. Ils ajoutent des dessins trop cognitifs, dans le sens qu'ils font appel à des connaissances et non plus seulement à de l'organisation mentale. Ils ne répondent donc pas à nos attentes, car l'intérêt du test de Bender est bien la copie de dessins abstraits, sans connexion avec la réalité, l'environnement de l'enfant. Il ne les a en principe jamais rencontrés. Il doit donc s'appuyer sur ses seules aptitudes personnelles. Wertheimer, Kopitz, Hutt et les autres. L'histoire du test de Bender est complexe. Les dessins sont tous issus d'un article de Max Wertheimer, daté de 1923, écrit en allemand et jamais traduit. L'illustration ci-dessous en montre un extrait, figure 2 en haut et 3 en bas. Loretta Bender a sélectionné 9 dessins parmi les 59 du travail original. Elle a publié son test 15 ans plus tard, 1938, mais elle n'a pas proposé de cotation utilisable. Celle que nous utilisons, d'Elisabeth Kopitz, date de 1964, soit 26 ans après. Max Hutt avait antérieurement proposé son analyse faite chez l'adulte, mais elle est beaucoup plus complexe. Wertheimer, Opsit, page 305. Chaque dessin comporte 2 difficultés que l'enfant doit traiter simultanément.
La présence de points rend plus difficile la perception et la réalisation de la forme, tout comme deux figures géométriques associées, etc. Certains jeunes enfants dessinent les figures 2 et 3 comme des traits en oubliant les points, ou alors dessinent les points et négligent les formes, ou pour les éléments géométriques, ils les dessinent bien mais ne les associent pas correctement. Nous verrons graphiquement plus loin l'évolution de ces paramètres. Certains auteurs, tels Branigan, détaillent toutes les variations pour chaque figure, mais nous en resterons à une approche globale. L'ouvrage de Jean Bouisson tente une synthèse sur ces travaux, mais il révèle aussi toute leur complexité. Le test de Bender est fondamentalement hétérogène, à tous les niveaux. La succession des modèles à copier n'a aucun ordre. A géométrique, 1, 2 et 3 fait 2 points, 4 géométriques, 5 avec des points, 6, 7 et 8 toutes 3 géométriques. Les analyses reposent sur des bases variées, rotation, etc. Les travaux d'analyse sont très divers et même la cotation d'Elisabeth Kopitz multiplie les angles d'approche, comme le montre le travail de Lax qu'on verra plus loin. Certains items sont pertinents sur le plan développemental, comme la taille des points et les distances entre les éléments. D'autres sont, à notre sens, liés à des problèmes de passation, comme les rotations des figures. Des considérations statistiques ont guidé ce choix, et il a été bien fait, car nous avons trouvé des résultats très réguliers lors de notre recherche effectuée en 2014 sur Paris et sa région. C'est pourquoi nous n'avons pas utilisé les nouvelles versions du test, Bender 2 et Kopitz 2, qui compliquent la cotation et ne nous sont pas apparues pertinentes. Aussi en sommes-nous restés à celle, originale, de Kopitz, 1975. Les fondements d'un test de copiage. Qu'apporte spécifiquement ce type de test ? Le copiage apparaît simple, en pratique. C'est d'ailleurs pourquoi on peut le proposer dès 3 ans et demi. Mais sa théorie est complexe, reposant sur le modèle interne, en particulier. Cette notion a été proposée par Luckey, qui distingue plusieurs stades. Le réalisme fortuit, le réalisme manqué, le réalisme intellectuel et le réalisme visuel. Pour le dessin de personnages, cette idée est un peu passée de mode, mais elle reste très pertinente avec le Bender puisque le modèle est bien réel. Il constitue une base de travail tangible et non contestable. On peut identifier 3 stades. Le réalisme manqué, où le dessin s'apparente à un griffonnage, le réalisme intellectuel, où l'enfant dessine les figures à son idée, et le réalisme visuel, où il les fait correctement. L'enfant dessine selon le niveau de maturation auquel il est parvenu. Les modèles faisant appel à des configurations variées, les unes simples, les autres plus complexes. Certains peuvent être bien reproduits parce que le niveau correspondant est atteint, et d'autres non. L'altération du dessin peut être très importante, jusqu'à ce qu'il soit complètement brouillé, tel un griffonnage. Wertheimer a exploité cette particularité du copiage. Il a associé plusieurs éléments dans chaque dessin, l'enfant peut réussir l'un et pas l'autre. Dans certaines figures, plusieurs formes géométriques sont associées. Or, l'enfant peut être capable de les dessiner isolément, mais non quand elles sont associées. L'enfant pourrait même répondre au principe du dessin, et être incapable de le copier. Ainsi, pour la figure A de Bender, si l'on dit « fais un rond et fais un losange », le résultat peut être correct. Il peut même l'être encore si l'on demande « attache un rond et un losange », alors que dans les conditions du test, devant le modèle et sans instruction particulière, il serait en difficulté. Le concept de ces formes peut être acquis alors que leur perception visuelle ne l'est pas, et encore moins leur association. C'est la Gestalt, principe des dessins originaux de Wertheimer. La mise en forme, l'ensemble, est une entité par elle-même, elle représente davantage que ces éléments pris un à un. Ceci nous rappelle que la perception du jeune enfant est globale, comme elle l'est chez l'animal, et même l'humain non formé à la géométrie. Et pour chacun de nous, elle le redevient dans les situations d'urgence ou quand nous sommes dans le désarroi. L'analyse cartésienne, diviser un phénomène en parties jusqu'à ce que le tout soit compris, n'a rien de naturel. Elle n'a d'ailleurs vraiment été définie que tardivement par Descartes au XVIIe siècle. C'est une démarche lente, elle n'est possible que si nous sommes dans un certain confort. Chaque fois que notre vision est altérée, dans la brume par exemple, notre cerveau est capable de nous faire voir des choses qui n'existent pas, de construire des images à partir d'éléments épars. Le Bender explore ainsi autre chose que le dessin spontané.
Le dessin de personnages, de maisons ou d'arbres font appel à des schèmes, des formes de base, souvent géométriques. Ils sont enseignés à l'école, selon ces modalités qui n'ont rien à voir avec la réalité, comme des cercles pour représenter un personnage. Le dessin à thème renvoie à une connaissance, une culture, un environnement, autant de facteurs qui influent la qualité du dessin final. Pour le copiage, on n'est pas dans le même contexte. Les modèles du Bender, comme ceux de Ray, sont géométriques, classiques, mais la combinaison des formes est originale. Elle est d'ailleurs l'effet du gros travail de recherche de la part de Wertheimer, comme nous verrons ci-dessous. Ainsi, la diversité des figures permet d'explorer différents aspects de ce modèle interne et d'avoir une idée précise de la maturation de l'enfant, ou d'un sujet adulte en grande difficulté. Une exploration de la personne. Jean Buisson, dans son ouvrage sur le Bender, considère le test comme une épreuve projective ayant trait à la personnalité. Il s'appuie sur la cotation de Max Hutt. Nous avons la même finalité, mais notre approche s'appuie sur d'autres bases, le geste, sous ses aspects dynamiques. Explorons cette question plus avant. Quelques images du test BIRI VMI Copyright Pearson. Certains auteurs reprochent à ce test d'aller dans tous les sens. L'hétérogénéité se retrouve à tous les niveaux du Bender. Les figures, les bases de l'analyse et même le nombre d'items par figure dans la cotation d'Elisabeth Kopitz. Or, cette hétérogénéité est pour nous tout l'intérêt du test. Et d'ailleurs Loretta Bender l'a voulu ainsi. Elle a choisi dans l'article de Max Wertheimer des dessins très différents les uns des autres, excluant ceux qui nécessitaient une grande habileté graphique. Certains auteurs ont voulu corriger cette absence de systématisation, mais ceci a entraîné une perte d'information, pour nous en tout cas. Dans le test BIRI VMI, dont nous avons ici un aperçu, on retrouve ici les figures A et 7. Mais dans cette épreuve, l'enfant doit travailler avec une particulière rigueur et selon une progression très cadrée. Cela est important pour une évaluation purement psychomotrice, mais aucune initiative de l'enfant n'est plus possible. Or, ce sont justement les variations autour du modèle qui nous renseignent sur les aspects psychopathologiques. L'absence de systématisation est une gêne lors d'une passation du test dans les conditions manuelles. Mais avec l'informatisation, ceci n'est plus un problème. Les figures se pondèrent les unes les autres. Chacune explore une faculté et le résultat en donne la moyenne. En plus, avec le stylo, nous multiplions les paramètres, fondamentalement hétérogènes, puisqu'entre eux aucune moyenne n'est possible. Comme ils sont obtenus d'une manière aidée ou automatique, on n'a aucune gêne à les multiplier. Chacun renseigne sur un aspect du problème. Si nous n'avions pas cette diversité organisée, nous perdrions l'essentiel de l'information. Elle est fondamentalement un atout. Il nous faut le préserver et le comprendre. Le test de Bender tire donc sa valeur de sa diversité. D'ailleurs, sur un plan général, la personnalité, tout comme l'intelligence, n'est jamais univoque. Elle s'appuie sur des facteurs très variés, qui ne sont pas les mêmes chez un enfant et chez un autre. L'informatique, par sa capacité de calcul quasiment sans limite, préserve cette richesse. La diversité est pour nous une valeur en soi, presque un critère de validité, c'est l'assurance que les capacités de l'enfant ont été bien explorées. Eliane Anoto, une simplification de l'épreuve. Pour des raisons non encore vraiment éclaircies, le test de Bender a fait d'emblée l'objet d'un véritable engouement. Plusieurs systèmes de cotation ont été utilisés, même avant la publication du travail de Bender. Les modalités du test, en elles-mêmes, se sont multipliées. Loretta Bender ne propose que la copie des figures. Mais certains auteurs faisaient le test en 3 phases. Copie, reproduction de mémoire et nouvelle copie ou encore, comme Max Hutt, copie, élaboration et association. Certaines analyses concernent l'enfant, d'autres concernent les adultes, M. Hutt, Pelax, l'armée américaine, etc. Dans notre approche, nous nous limitons à la copie du modèle, et ce pour les enfants jusqu'à 11 ans seulement. Nous avons d'autres épreuves de copie mémoire, comme la FCRB, figure de Ray Baby, ainsi que des tests graphiques pour l'adulte, comme le D2 de Brickenkamp et la FCRA qui examinent aussi la mémoire. Certains ont utilisé ce test pour les troubles mentaux, en identifiant des critères spécifiques. Même si notre méthode est psychopathologique, elle ne s'intéresse pas aux malades psychiatriques et aux neurologiques en tant que tels.
Notre base de données est constituée d'enfants normaux, vus dans un cadre scolaire ou apparenté, c'est-à-dire hors institution. Notre évaluation des troubles se fait au travers des statistiques, et nous les identifions par leur éloignement du centre ou mode de la courbe gaussienne, la valeur la plus fréquente. Nous n'avons pas non plus besoin d'explorer le Bender d'une manière projective, comme le fait Hutt par exemple. La valeur des paramètres nous donne la position du sujet par rapport à sa classe d'âge, au travers des rangs percentiles des différents paramètres, et cela nous suffit pour répondre aux questions posées dans le cadre clinique, en consultation ou à l'école. Notre approche est donc catégorique, fondée sur les seuls chiffres. Nous n'avons pas tenté d'élaboration conceptuelle, toujours sujette à caution. Nous nous limiterons, dans l'étude des cas, à l'interprétation des données cliniques appuyées sur les chiffres. Il ne s'agit pas d'une réduction de l'épreuve, mais d'une utilisation là où elle est la moins contestable, en même temps que la plus riche, la plus instructive et surtout la plus facile à partager avec des tiers. Chapitre 2 Le score Kopitz-Hutt. Le test de Bender est probablement l'épreuve qui a fait l'objet du plus grand nombre d'analyses distinctes, comme de versions, jusqu'à ce jour ou presque. Nous avons évoqué celle de Hilda Santucci, seule connue France, et celle des Bender 2 et Kopitz 2, sans parler du BIRI VMI. Mais nous sommes encore loin du compte. Dans son travail de 1975, Kopitz relevait celle de Keogh, Pascal, Dubros, Lundstrup, Mogin, Quast. Et Lax, en 1999, notait en plus celle de 1 Hutt, Poker, Marley, etc. Sur tous ces travaux, seuls 2 sont restés, mais ils ne sont pas superposables. La cotation de Hutt psychopathologique et se rapporte à l'adulte. Celle de Kopitz est développementale et concerne l'enfant. C'est la seule que nous utiliserons in extenso, car elle s'est révélée correcte. Nous la compléterons par d'autres paramètres, qui seront traités directement par l'informatique. Nous les verrons au chapitre suivant. 1. La cotation de Kopitz. Une addition de points négatifs. La cotation de Kopitz comporte 30 items, à raison de 3 à 4 items par figure. On note un point pour chaque item raté. Un dessin mal réalisé a ainsi davantage de points qu'un bon, et le meilleur a un score nul. C'est donc une cotation en points négatifs, si l'on peut dire. Pour comprendre cette cotation, examinons l'item 4 concernant la figure 1 avec l'illustration de Kopitz. On voit des dessins très divers qui sont cotés de la même manière, alors que d'autres sont exclus. Item numéro 4, figure 1, Kopitz, 1975, page 175. Kopitz a pris des bases de travail diverses, distorsion, rotation, et leur consacre un nombre variable d'une figure à l'autre, 2 à 4 points. Cela semble étonnant mais se justifie au niveau du score final, même si certains critères comme les rotations nous semblent plus liés à des erreurs de passation qu'au niveau de l'enfant. Cette cotation est empirique, statistique, et ne rend pas vraiment compte de la genèse du tracé sur le plan développemental. En outre, certains concepts, comme la taille des points ou l'éloignement des éléments géométriques d'une figure, sont répartis entre les différentes figures. C'est une nécessité pratique, mais cela gêne une interprétation développementale de l'ensemble du test. Cette cotation se révèle néanmoins assez fiable. Les contrôles interjuges que nous avons pu faire sont généralement identiques, même pour les dessins médiocres, ou alors on peut avoir une différence de 1 point. Des différences plus importantes sont rares, et ont trait à une erreur d'interprétation, car les dessins de Kopitz, accessibles dans le logiciel, sont généralement très clairs. Il arrive que le score final soit le même, alors que la cotation des items ne soit pas exactement superposable. Ce qui amène l'idée d'une autocorrection, dans le sens qu'une estimation du score final fait qu'on est plus ou moins sévère pour un item particulier. Autant dire qu'avec l'expérience, la cotation devient intuitive, même si on peut critiquer le choix X des critères ainsi que leur interprétation. D'ailleurs, comme nous verrons le plus loin avec les résultats de notre recherche à Paris et sa région, chez des enfants de 3 à 11 ans, l'évolution des scores avec l'âge est très régulière. C'est pourquoi nous avons adopté cette méthode sans changement. Les percentiles de Kopitz, en fonction de l'âge, ne sont plus utilisables de nos jours, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de leur ancienneté, 1975. Nous les avons donc recalculés à partir de notre échantillon. Détail de la cotation de Kopitz.
Voici le texte de Kopitz, 1975, que nous avons traduit en français. Il n'est plus accessible, même sur Internet. Pour chaque item, nous avons ajouté un commentaire personnel, en italique pour le distinguer du texte. NB. Le terme coté indique qu'on compte un point car on considère que l'erreur est suffisamment importante pour être notée. C'est le paradoxe de cette cotation négative. Plus l'enfant a de points, plus mauvais est son niveau. Figure A cotation, 1 point pour un A, 1 B, 2 et 3. Soit 4 points. Dessiné isolément, le cercle est acquis des 3 et 1/2 ans, et le losange vers 4 et 1/2 ans. Mais leur association présente une difficulté spécifique qui désarçonne l'enfant, principe gestal de l'épreuve. 1. Distorsion. 1A. Distorsion de la forme. Le cercle ou le carré ou les deux sont excessivement déformés. 1B. Disproportion entre la taille du cercle et du carré. La dimension de l'un est au moins 2 fois plus grande que l'autre. 2. Rotation. Rotation de la figue complète ou d'une partie de celle-ci de 45 degrés ou plus. Rotation de l'axe du carré. 3. Intégration. Échec pour joindre le cercle et le carré. Le cercle et le coin adjacent du carré sont à plus de 5 mm, l'échec s'applique aussi en cas de chevauchement. Figure 1 cotation, 1 point pour 4, 5 et 6. Soit 3 points. Chez le tout jeune enfant, le point est remplacé par un cercle ou par un simple impact sur la feuille. Il en est de même pour toutes les autres figures à points. 4. Distorsion. 5 ou plusieurs points sont convertis en cercle. Le cercle est défini comme un espace ouvert entouré totalement ou presque totalement par une ligne. Points agrandis ou cercles partiellement remplis. Les tirets et les courbes ne sont pas notés. En cas de doute, ne pas coter. 5. Rotation. Rotation de la figure par 45 degrés ou plus. 6. Persévération. Plus de 15 points d'affilée. Figure 2 cotation, 1 point pour 7, 8 et 9. Soit 3 points. Contrairement aux autres figures à points, celle-ci est formée de cercles, aussi la reproduction de cette figure avec des cercles n'est-elle pas cotée comme un défaut. Souvent l'enfant jeune ne réalise pas l'inclinaison des lignes, qui sont proches de la verticale. 7. Rotation. Rangée du milieu présentant une rotation de 45 degrés ou plus. 8. Intégration. Une ou deux rangées de cercles omis. La rangée de points de la figure 1 est utilisée comme ethnie troisième rang de la figure 2. 4 cercles, ou plus dans une majorité de colonnes, une rangée de cercles ajoutés. Le remplacement des petits cercles par des points ou des tirets n'est pas coté. 9. Persévération. Plus de 14 colonnes de cercles en une rangée. 4. Figure 3 cotation, 1 point pour 10, 11, 2A et 12B. Soit 4 points. La suite de chevrons est complexe pour l'enfant qui ne parvient pas à représenter leur croissance vers la droite. 10. Distorsion. 5 points ou plus convertis en cercles, points agrandis ou cercles partiellement remplis. Les tirets et les courbes ne sont pas cotés. En cas de doute, ne pas coter. 11. Rotation. Rotation du grand axe de la figure à 45 degrés ou plus. 12. Intégration. 12A. Perte de la forme de la figure. Incapacité d'augmenter le nombre de points d'une rangée à l'autre, forme non reconnaissable ou inversée, agglomérat de points, une seule rangée de points. Ne pas coter en cas de nombre de points incorrect, en plus ou en moins. 12B. Ligne continue à la place, ou en plus des rangées de points. 5. Figure 4 cotation, 1 point pour 13 et 14. Soit 2 points. Les formes sont généralement bien réalisées par l'enfant. La jonction des éléments est la principale difficulté. 13. Rotation. Rotation de la figure entière ou d'une partie de celle-ci de 45 degrés ou plus. Exemple. Rotation ou renversement de la figure entière, rotation du carré ouvert, rotation de la ligne courbe. 14. Intégration. La ligne courbe et l'angle du carré ouvert adjacent sont à plus de 5 mm de distance. L'échec s'applique aussi si les tracés se superposent, si la courbe adhère à un des côtés de la boîte. 6.
Figure 5 cotation, 1 point pour 15, 16, 7A et 17B. Soit 4 points. La combinaison de la forme et des points est difficile chez l'enfant, qui réalise souvent ce dessin comme des traits. L'enfant âgé compte soigneusement les points, et il met alors du temps à réaliser cette figure. 15. Distorsion. 5 points ou plus convertis en cercle. 16. Rotation. Rotation, à 45 degrés ou plus de la figure en totalité ou en partie. 17. Intégration. 17A. La forme initiale est perdue. Agglomérat de points en ligne droite ou en cercle au lieu de former une voûte, prolongation à travers la voûte. Ne pas côté 6 carré ou angle au lieu de la voûte. 17B. Ligne continue au lieu de points, soit sur la voûte ou sur la ligne. 7. Figure 6 cotation, 1 point pour 18A, 18B, 19 et 20. Soit 4 points. Cette figure est généralement bien réalisée, même par le jeune enfant. 18. Distorsion. 18A. Distorsion de forme, 3 angles ou plus au lieu de courbes distinctes. En cas de doute, ne pas côté. 18B. Ligne droite, moins de 2 courbes sinusoïdales complètes ou pas de courbe du tout. 19. Intégration. Les deux lignes ne se croisent pas du tout, ou seulement au bout de l'une d'elles ou des deux. Deux lignes entrelacées. 20. Persévération. 6 ou plus courbes sinusoïdales complètes pour chacune des lignes. Figure 7 cotation, 1 point pour 21A, 21B, 22 et 23. Soit 4 points. Figure la plus difficile par l'intrication des deux éléments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.